Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors ça, c'est un Power Boost qui est surchargé. Et c'est le signal pour vous dire qu'on va faire vite sur le sommaire. C'est pas que je me foule pas, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Pas le temps de vous introduire le sujet passionnant des experts du biogaz sur l'urgence de développer la filière biogaz. Pas le temps non plus de vous dire qu'on parle de l'intérêt de prédire les orages, de développer l'agrivoltaïsme ou encore d'intégrer des protéines d'insectes dans nos modèles agricoles. J'ai juste à peine le temps de vous mettre en garde. Il y a une question qui tue entre deux sujets. Bref, attachez vos ceintures. On commence cet épisode printanier de Power Boost sur les chapeaux de roue. Enjoy! Vous avez peut-être remarqué que ces derniers jours, il y a eu des évolutions en matière de réglementation sur la méthanisation. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « Les experts du biogaz » en partenariat avec Deleplanque. Aujourd'hui, en raison des tensions en Europe, on peut craindre une diminution, voire une rupture d'approvisionnement en gaz. C'est donc le moment idéal pour se demander si la production de biogaz made in France pouvait contribuer à gagner en indépendance sur le plan énergétique. Pour discuter de ce scénario, nous avons rencontré Grégory Lanoux, directeur de Biogaz Vallée. Selon lui, la production de biogaz est une piste à ne pas sous-estimer. Alors, le biogaz est une partie de la solution à la substitution des approvisionnements de la France en gaz russe. Il faut d'abord commencer par la sobriété, et je crois que ça, c'est valable pour l'énergie de manière générale. Pour ce qui est des énergies fossiles, ensuite, il faut les substituer. Donc, la part d'ici la fin de l'année du biogaz consommé en France sera de 2%, un petit peu moins, et le gaz russe, c'est 17%. Donc, il faut accélérer le développement du biogaz. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les usages du gaz qu'on importe aujourd'hui de Russie. Il sert notamment à produire, par exemple, pour partie des engrais de synthèse. Et ces engrais de synthèse, on peut également les substituer par exemple, du digestat, et ça permet de diminuer encore ces 17%. La piste du biogaz est donc intéressante, mais il va falloir accélérer le développement de la filière. Les projets sont nombreux, mais quelques freins bloquent la rapidité de leur développement. En fait, aujourd'hui, il y a un délai de mise en service qui est assez bloquant, compte tenu du contexte actuel, pour sortir les projets. Vous avez un cadre réglementaire qui a tardé à sortir sur les appels d'offres, sur les certificats de production de biogaz. Ces certificats s'intègrent dans une loi votée l'été dernier obligeant les fournisseurs d'énergie naturelle à incorporer du biogaz dans leur offre. Ils doivent restituer des certificats verts à l'État, obligation dont ils peuvent s'acquitter soit en produisant eux-mêmes du biogaz, soit en achetant ces certificats aux producteurs qui profitent alors d'une source de revenus supplémentaire. Une bonne aubaine pour la filière, mais le cadre réglementaire de ces certificats était attendu depuis 2 ans. Néanmoins, le conflit ukrainien semble avoir boosté les choses. Il y a eu de nombreuses consultations qui ont été faites, que ce soit à Bercy ou au ministère de la Transition écologique. Des textes viennent de sortir sur les certificats de production de biogaz qui sont donc un mécanisme qui doit permettre d'inscrire la méthanisation et le développement de la filière dans la durée. Donc là, c'est un premier pas. On attend encore des précisions, évidemment, et on attend les appels d'offres qui sont un autre mécanisme qui doit pallier à d'autres sujets. Des sujets restent donc à travailler, mais il n'est pas interdit d'imaginer que la marche est enclenchée pour dynamiser le développement de la production de biogaz. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur une autre thématique pour devenir un expert du biogaz. À présent, notre rubrique « La question qui tue ».
ça peut paraître surprenant, mais c'est possible dans certaines conditions. Déjà, il est préférable d'éviter de garder la rasette sur la charrue, parce que ce qu'on veut, c'est avoir un labour aéré, le plus aéré possible. C'est pas très beau, mais au moins on va éviter d'avoir l'herbe qui va fermenter. Et ça, c'est catastrophique pour conserver de l'humus dans le sol. On veut vraiment un labour aérobie, avec un fonctionnement aérobie. Ensuite, il y a également des prédispositions à avoir. Il faut que le sol ait un bon ratio calcium-magnésium et il faut que le sol soit correctement équipé de certains oligo-éléments. En fait, il faut également avoir suffisamment d'oligo-éléments dans le sol parce que ce sont les outils de travail des champignons. Et si on veut augmenter son taux de matière organique dans le sol, il faut faire travailler au maximum les champignons humificateurs. Donc pour ça, on peut vous aider, notamment avec l'utilisation du Nutrigeo, qui est un très bon produit pour favoriser les champignons, même avec du labour. Un autre point, c'est qu'il faut essayer de labourer plus en hauteur. Évitons les labours trop profonds. Encore une fois, c'est pour avoir un labour aérobie. C'est plus facile de trouver de l'air dans un labour qui a été effectué à 15-20 cm que dans un labour qui a été raclé jusqu'à 35. Les orages peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les agriculteurs. Justement, nous sommes allés à la rencontre d'une spécialiste dans ce domaine. Bonjour Karine. Alors vous êtes spécialiste au sein de Météo Orage, donc sur la prévention des risques liés aux orages, comme le nom l'indique. En agriculture, c'est vrai qu'on a l'impression que l'orage, ça ne sert pas à grand chose de pouvoir le prévoir. Par exemple, si je suis agriculteur, j'ai un troupeau, à quoi ça va me servir de savoir que l'orage va tomber là ? Effectivement, c'est vrai que le risque orage en soi, c'est-à-dire la détection juste de la foudre, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas un risque réel pour les agriculteurs. Ce qui va plutôt les intéresser, c'est tout ce qui est associé à la foudre. Je vais penser par exemple à la grêle, aux fortes précipitations, aux rafales de vent. Nous, chez Météo Orage, aujourd'hui, vous l'avez dit, on détecte en temps réel les impacts de foudre sur tous les territoires français. Et grâce à la détection de ces impacts de foudre, on est capable aussi d'anticiper les cellules orageuses. Donc on a analyser grâce à un algorithme l'accélération des décharges électriques qu'on appelle en anglais le lightning jump, c'est un peu technique. Et donc du coup, grâce à ces cellules orageuses, on va être capable d'annoncer un phénomène violent comme la grêle, les précipitations, les rafales de vent. Et c'est vrai que ces phénomènes-là peuvent intéresser les agriculteurs, je pense notamment aux maraîchers, aux cultivateurs qui peuvent avoir un besoin de déclencher des fusées en cas de grêle ou de phénomènes violents, de protéger leur culture. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut les intéresser, tout à fait. Et globalement, si on est une coopérative, on peut avoir ce service en temps réel ? Oui, tout est possible. On peut fournir le service à l'échelle régionale, nationale ou locale. Une coopérative a un rayon de chalandise assez large, donc ça peut être une région, un département. Donc on peut fournir des alertes à ce niveau-là, mais aussi au niveau local, c'est-à-dire si on prend en compte les adresses précises des agriculteurs. Et là, on va envoyer une alerte entre 20 et 30 minutes à l'avance, avant que l'orage arrive sur le site. Ça peut aussi avoir un effet en termes de prévention, sécurité ? Bien sûr. Avant tout, nos services, depuis 30 ans, visent à la sécurité des personnes. Il faut savoir qu'il y a entre 15 et 20 personnes qui meurent de la foudre chaque année en France. On a même mené une étude d'accidentologie depuis 10 ans dans plusieurs pays d'Europe et le monde agricole arrive aussi dans les premiers secteurs affectés. Il est vrai que la France agricole a beaucoup évolué depuis le 19e siècle, il y a moins de personnes dehors qu'avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un risque pour la sécurité des personnes. Donc le fait de savoir que ce phénomène violent arrive dans les champs, arrive à proximité de ces activités en extérieur, bien sûr ça peut les aider à se prémunir et se protéger et du coup rester à l'intérieur. Merci beaucoup. Avec plaisir. On vous en a beaucoup parlé ces dernières semaines, l'agrivoltaïsme est amené à se développer. Or, les orages peuvent avoir un impact sur les installations.
On le sait, les fermes photovoltaïques vont peut-être se développer en France. C'est l'occasion de faire le point avec Anaïs. Alors vous travaillez pour Tessicnor, c'est une entreprise justement qui vise à la prévention de tous les risques et en particulier du risque foudre. Concrètement, est-ce qu'ici en Espagne, on commence à s'intéresser au risque foudre sur les installations photovoltaïques ? Oui, tout à fait. Nous, on avait l'habitude jusqu'à présent de plus travailler avec le secteur éolien qui est vraiment notre secteur principal. Et depuis quelque temps, on a effectivement pas mal de propriétaires d'installations photovoltaïques qui ont besoin de pouvoir recevoir des alertes et pouvoir mettre donc toutes les personnes qui se trouvent sur ces fermes photovoltaïques à l'écart de ce risque. Mais est-ce qu'on peut pour autant jouer sur l'installation photovoltaïque en elle-même ? Oui, tout à fait. En fait, on a également un client, par exemple, qui utilise les services pour pouvoir avoir le temps en fait, de réorienter les panneaux photovoltaïques, ce qui permet justement de les mettre également à l'abri. Merci beaucoup. Merci à vous. Chez Insect, on élève et on transforme des insectes pour la nutrition des animaux, des plantes et des êtres humains. Donc tout à l'heure, vous avez vu différents stades. Donc là, c'est un même insecte qui s'appelle le scarabée molitor. Et vous l'avez vu au stade de larve, c'est là où on le transforme, de nymphe, qui est l'équivalent de la chrysalide de papillon, et d'adulte. Alors nous, en fait, on transforme l'insecte au niveau larvaire, parce que c'est comme une graine, c'est là où il a le plus de protéines, le plus de graisse, parce qu'il va faire une transformation vers la nymphe qui va lui demander beaucoup d'énergie. Et donc c'est là où on le transforme. Les autres, les nymphes et les adultes, vous les avez vus, mais ils sont là pour être reproducteurs puisqu'on est un élevage. Donc les adultes vont faire des œufs, qui vont faire des larves, des nymphes et devenir des adultes, etc. Alors nous, chez Insect, on vend des ingrédients. Donc on va en faire de l'huile, on va en faire de la protéine, qu'on va ensuite vendre à des industriels qui vont les mettre dans des recettes. Dans l'alimentation par exemple des poissons d'élevage, dans l'alimentation des animaux de compagnie, donc par exemple dans les croquettes ou dans les friandises pour chiens, et aussi dans l'alimentation humaine, dans des barres de céréales, des barres protéinées, des shakers, des burgers, des pâtes alimentaires par exemple. Aujourd'hui, Insect est en économie circulaire totale, donc rien ne se perd. On récupère les déjections pour en faire un engrais organique qu'on peut utiliser en agriculture biologique et qui a un rendement soit égal, soit supérieur à un engrais chimique. On a 3 fermes verticales, une dans le Jura, une aux Pays-Bas et une en construction à Amiens. Donc celle d'Amiens devrait être finie au dernier semestre 2022, donc très bientôt. Et on va pouvoir justement penser l'international et aller ailleurs, puisque aujourd'hui toute la production d'Amiens, même si le site n'est pas fini, est vendue. Et du coup, on a besoin d'aller plus vite et de construire des fermes verticales dans le monde entier pour pouvoir répondre à la demande. Donc nos fermes verticales, on va les faire, et c'est important de le dire, dans des régions céréalières, puisque nos insectes, ils mangent des coproduits agricoles, notamment du son de blé. Donc on récupère chez les agriculteurs autour de nos fermes le son de blé, qu'on donne à manger aux insectes, qu'on transforme en alimentation, où on récupère les excréments, et comme ça on est en cercle vertueux. On peut réutiliser par exemple l'engrais chez les agriculteurs. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que d'ici là, chaque jour, vous pouvez retrouver de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.